Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir. Cheville, Darcheville, et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. La but exceptionnelle de Benabala. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Bonnepacle. Pour le football club de Lorient, par Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3-2. Il y a peut-être 3 points à prendre. Qui s'arrête jusqu'à Majid Waris. Le voilà, le ballon derrière Majid Waris à Zakcianic qui va trouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Sur le moral, pourquoi ne pas tenter sa chance. Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok dans la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Deuxième but. Sorte avec Bonso, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, pim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, vous écoutez La Taverne, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode après un dimanche, compliqué pour le FC Lorient qui se retrouve premier barragiste avec toujours 6 points. Forcément, quand on gagne pas, on n'avance pas. 16e donc de Ligue 1, juste derrière le RC Lens. Donc normalement Lens c'est une grosse équipe de Ligue 1, c'est que c'est pas si terrible que ça. Bref, un dimanche très compliqué sur lequel on va revenir en long, en large et en travers avec l'équipe de La Taverne, en commençant par Lucas. Salut Lucas. Salut les gars. Est-ce que ton week-end s'est bien passé, Lucas? Alors il n'était pas composé que du FC Lorient, mais en fait il s'est mal terminé en tout cas. Raph est avec nous, salut Raph. Salut à tout le monde. Toi, tu as vu le match en replay, en connaissant le score, et tu l'as regardé en entier. Je me suis infligé ça aujourd'hui. C'est beau quand même le dévouement que tu voues à ce podcast et à tes auditeurs. Ouais, déjà, j'essaie d'être professionnel déjà par rapport à vous, avant tout, puis pour le public, pour l'audience. Non, après, c'est ce que je disais en off, ça fait très bizarre de regarder un match sans avoir l'âme de supporter, parce qu'en connaissant le score, j'ai vraiment regardé ça vraiment sans aucune émotion. Et du coup, j'essaierai de livrer une copie la plus équilibrée possible sur l'analyse de cette rencontre. Et Pierrot pour compléter l'équipe. On avait fait un format trash talk avec Raph la semaine dernière. Cette fois-ci, on est 4. Pierrot est avec nous. Salut. Salut. T'as pas perdu ta voix à gueuler sur les buts ce week-end, donc tout va bien. Exactement. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Lorient-Montpellier, ça a été compliqué d'entrer. Finalement, on n'a jamais trop relevé la tête. 3-0 à la maison après le 5-3 à Nantes. Raph, c'est quoi? C'est une faillite collective? C'est un problème de système? Qu'est-ce que tu as retenu du match, toi qui l'as vu aujourd'hui même? Je retiens en fait, je trouve que Lorient a essayé de faire. Enfin, on a raté notre entame encore une fois. On a subi un petit peu le pressing montpelliérain sur les 5 à 10 premières minutes, avec des difficultés à ressortir le ballon. Puis on a eu une petite séquence entre la 10e et la 15e où je vous ai trouvé un petit peu mieux. On a eu quelques moments un petit peu forts avec notre meilleur attaquant sur le match, Isaac Touré, qui a eu le plus d'occasions au final. Mais globalement, je pense que sur la première période, Montpellier a vraiment encore une fois été assez efficace au milieu avec ce trio Savanier, Ferry, Chotard qui nous avait déjà fait super mal l'année dernière. Globalement, je trouve des difficultés à mettre du rythme. Ce qui est assez intéressant aussi sur cette première période, c'est notre capacité à progressivement faire monter le bloc. Il y a eu des séquences aussi où on retrouvait quasiment l'ensemble des Lorientais dans le camp adverse. Ça a duré 5-10 minutes, il ne faut pas non plus rêver. Mais par contre, quand ça a été le cas, d'énormes difficultés à mettre du rythme et à trouver la passe qui fait mal. On a été obligé de contourner le bloc assez difficilement. Puis je sais pas, non, ça fonctionnait pas. On sentait que ça sonnait creux.
Devant très peu d'occasions. Alors on a quand même tiré au but, mais il faut quand même cadrer pour marquer. Donc finalement, difficile de se mettre quelque chose sous la dent. Donc moi, je nous ai trouvé en vrai assez impuissants, sans forcément trouver le match si catastrophique que ça. Je pense que du coup, on a surtout manqué d'à propos devant et puis de sérénité derrière. Je trouve que derrière, on s'est pris, d'un point de vue défense sur dribble, de bien sortir sur le bonhomme, etc. J'ai l'impression qu'on panique. On est tout de suite en danger. Il n'y a plus aucun calme. Donc je sais pas ce qui s'est passé entre le trio qu'on avait, entre un Talbi excentré gauche, Laporte au centre et Meïté à droite. Là aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a plus aucun repère, comme si le trio défensif était tout à fait neuf. Alors, l'entente est neuve, mais ouais, c'est compliqué. Donc cette première période, si je m'arrête là, en tout cas, c'est assez insipide. Quelques intentions, certes, mais c'est dur. C'est très dur. Du coup, on va reprendre le match chronologiquement. On va commencer par les 10 premières minutes, Lucas, où on sent qu'il ne se passe rien sur le terrain. À la récupération, les joueurs reculent, il n'y a pas de pressing. Quand on a la balle, on n'en fait rien. Peu de fois, on a la balle. Pendant 10 minutes, c'est assez catastrophique. Oui, moi justement, ouais, au-delà du système, je pense que ce match est une faillite collective. Donc si on parle déjà des 10 premières minutes, donc ouais, il y a un énorme gap d'intensité entre les deux équipes. Mais au-delà de ça, parce que le foot n'est pas qu'un sport d'intensité, c'est une faillite enfin, vraiment à maille individuelle. Quand on voit déjà qu'un Talbi je crois qu'il fait 3 ou 4 fautes dans le match. C'est un joueur qui tacle très peu, qui est souvent très peu mis dans des situations où il doit faire faute, où il doit se mettre en danger son équipe. C'est que il y a un problème dans le bloc, quelque chose ne va plus. Moi, j'ai trouvé un bloc qui était trop large, parfois trop d'espace entre les joueurs, et donc Montpellier a pris les espaces trop facilement. Des fois, il y avait des courses verticales, notamment sur le deuxième but, mais c'est arrivé sur de nombreuses phases où juste des courses verticales, alors, finalement, on n'arrive pas à arrêter les joueurs, et ils sont lancés, et personne ne sait, est-ce que c'est moi qui y va, est-ce que c'est toi? Et au final, on se retrouve dans une situation où il faut faire des fautes proches de la surface. Et là-dessus, on a perdu le contrôle. Et on n'a pas réussi à le reprendre, puisque déjà, on est dans une phase où l'équipe, généralement, manque de confiance. Donc, forcément, c'est pas facile d'aborder les matchs. Et même à domicile, on voit que ce qui était une énorme force, ce qui était une force l'année dernière, aujourd'hui, on la retrouve pas. On ne retrouve plus cette osmose. Et donc, voilà. Si je devais résumer, donc pour moi, ouais, un bloc trop large et un pressing inefficace. Voilà. J'ai pas retrouvé la cohérence qu'on a pu observer auparavant. Alors, ce que tu veux dire, Lucas, c'est que tu l'as trouvé plus étalé, trop étalé, du coup, trop d'espace entre les lignes. Moi, je trouvais que, par rapport à ça, je te rejoins là-dessus. J'ai pas compris ce que les joueurs avaient comme consigne d'un point de vue pressing, d'un point de vue position sur position du bloc, etc. Parfois on était très bas, parfois on était éclaté, et là je te rejoins à 110% Lucas sur 50 mètres. Donc évidemment après c'est très facile pour jouer au football dans ces conditions-là. Et je crois même que c'est le neveu du coach à la mi-temps qui explique qu'en fait il comprend pas trop le positionnement du bloc équipe au global, qui trouvait les pistons trop bas et que... Soit le neveu du coach ou un autre, on s'en fout. Non mais non, mais c'était pour le petit clin d'œil. Parce qu'en fait, j'ai fait un tout aparté, excuse-moi Raphaël, je t'interromps, je sais que c'est intéressant, mais les commentaires de Canal+, ils m'ont saoulé. Ils ont fait que balancer des anecdotes comme si c'était la première fois qu'on entendait parler. Théo Lebris, qui est le neveu de Régis Lebris. Benjamin Mendy, qui n'a pas joué depuis 2 ans. C'était nul. Ah, c'est horrible, Canal+. Mais de toute façon, le match était tellement insipide qu'il du coup, il fallait meubler. Donc... T'avais même le pire, c'est Waro qui arrêtait pas de faire des blagues, des jeux de mots, etc. Oui, parce qu'il avait un autre affaire. Moi, je le comprends. Le jour où on commente un match amical des Merlus, on sera pire que ça. Du coup, ouais, Pierrot, 10 minutes très compliquées. Et puis, on a l'impression que ça reprend pendant 20 minutes. Ça va se reprendre petit à petit jusqu'à prendre un but complètement con sur un contre mené par Benjamin Lecomte. C'est quand même improbable cette histoire.
Improbable, improbable, oui, non, parce que c'est quand même un gardien qui relance plutôt bien. Il a même fait une passe D déjà cette saison. Après, Alors, je suis franchement, désolé, Pierrot. Je sais pas si tu as revu le match, parce que je l'ai vu le ralenti. En fait, Lecomte dégage, il tape sur le dos de la porte, le ballon est dévié, il va quand même sur le bon joueur. Enfin, un peu de réussite quand même. un Mais, peu de réussite, mais au final, ça fait but. Donc, seul le résultat compte. Et puis même Mais face sur le contre, ils font n'importe quoi derrière, Pierre. bah, c'est pas qu'ils font n'importe quoi, c'est qu'en en 2 passes, le gars il se retrouve tout seul face au gardien, quoi. Enfin, tu vois les 3 défenseurs, ils sont devant. Derrière, t'as juste Kaloulou qui est, je sais pas comment dire, mais franchement, c'est Compliqué. pour dire les termes de Lucas, c'est très neutre. Non, c'est compliqué. En 2 passes, ils ont monté 60 mètres, ils te retrouvent en face à face, plus de décalage et but. On dirait un but que tu vois en U13, U14. Ouais, c'est ça, Raph. La défense joue très très. Enfin, toute l'équipe en général joue très très mal le coup sur cette relance de Lecomte. ouais, mais j'ai l'impression que c'était symptomatique d'une grosse partie du match. Lucas évoquait notre grosse difficulté face aux joueurs lancés. C'est typiquement ce qui arrivait à Igor Silva. Désolé, je vais en seconde période, mais course rectiligne, directement vers la surface, charge non maîtrisée, penalty. Donc, enfin, du typique de chez typique. Et encore une fois, je pense que même que Montpellier aurait pu être beaucoup plus menaçant en mettant peut-être un but de plus, parce qu'ils ont eu énormément d'occasions mal gérées face à une défense, je trouve peut-être pas très soutenue par son milieu de terrain aussi. Lucas. Non, pour continuer sur ce que tu dis, Raph, moi j'aimerais revenir enfin, chacun des 3 buts, on va revenir dessus. Ouais. Mais déjà sur le premier, on l'évoquait. Moi je vais faire un focus sur Talbi, que j'ai trouvé très très en difficulté Oui, ce oui, match-ci. il a été Je mauvais savais même pas sur ce forcément, match, on peut le dire. peut-être qu'il est aussi dans la situation par ses coéquipiers. Lucas, Faut plus pas mauvais rajouter match de sa faute. Talbi sous le maillot lorientais? Je pense. Mais je pense que c'est une faillite collective qui a entraîné ça. Mais sur le premier but, donc déjà, un gros trou entre la ligne défensive et le milieu de terrain. Enfin, c'est plus du tout soudé. Un bloc encore éclaté, comme dit Raph. Mais le positionnement de Talbi, il y a un énorme espace. Les défenseurs, enfin, je sais pas comment dire, ils sont très très écartés et ça laisse un champ énorme. Et sur le dernier but, on y reviendra après, c'est la même chose, voire pire. Mais voilà, la transition défensive n'est pas du tout maîtrisée. Bon, Laporte était encore aux avant-postes, d'ailleurs, donc c'est lui qui contre d'ailleurs comme on l'a dit, le dégagement de Lecomte. Mais je vois pas comment c'est possible d'être positionné de cette façon-là. J'ai pas revu l'ensemble de la transition défensive. Parce en fait, la caméra cible d'abord le dégagement de Lecomte. Mais voilà, en général, pour moi, c'est une grosse faillite sur ce but. Et sur les 2 autres buts aussi. Et puis, juste avant la mi-temps, Pierrot frappe un petit, ce que c'est faire Théo Lebrise, hein, il se faufile dans la surface, il enchaîne sur la barre, on se dit, bah, du coup, en deuxième mi-temps, ça y est, ils vont être chauds, quoi. Et en fait, pas du tout. Ouais, il y a eu ce petit soupçon d'orgueil, on va dire. Mais globalement, les seules fois où on a été dangereux, c'est sur une action individuelle et sur des corners où on cherchait la tête de Touré. Que ce soit défensivement ou offensivement, le problème d'hier, c'est que moi j'ai trouvé vraiment l'équipe très statique, avec des joueurs, avec une équipe très coupée en deux. Un bloc attaque, un bloc défense, mais avec un milieu qui faisait pas de luant et avec 2 joueurs au milieu qui pouvaient pas ou n'ont pas proposé quelque chose ou des solutions. Moi, ce que j'ai vu, balle au pied en première, en deuxième mi-temps, que ce soit à 3 ou à 2 défenseurs, j'ai vu beaucoup de fois Laporte remonter la balle au milieu de terrain. Et une fois arrivé au milieu de terrain, t'avais des joueurs qui restaient plantés au milieu. Il n'y avait aucune course qui était proposée et du coup faute de partir
sur une passe latérale pour un peu à l'équipe de France 2010 où on se faisait bien chier. Ou par une grosse saucisse sur les ailes en ayant un coup de chance que ça passe. Donc c'est pas en jouant comme ça qu'on aura pu proposer quelque chose de mieux en deuxième période. Cette deuxième mi-temps, Raph, comment tu l'analyses? On sent un peu de sursaut des Lorientais, mais finalement c'est très confus. Un seul tir cadré en deuxième mi-temps. Un seul tir cadré, t'es mené 1-0 à la maison, puis rapidement 2-0, 3-0. Lucas reviendra sur les buts. On sent pas de révolte, c'est mou, quoi. Ouais, c'est mou, ça essaye de changer un petit peu les choses, notamment par un système, puisqu'en fait, ce qui change beaucoup de choses au retour des vestiaires, c'est l'évolution du système, puisque c'est à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, qu'on passe à 4 derrière avec la sortie de Touré. Et au final, même si on prend 2 buts sur cette deuxième mi-temps, j'ai pas trouvé que les 15 premières minutes de cette deuxième période soient ratées. C'est mou, quoi. C'est un peu faible. Il y a que des actions un peu individuelles. C'est Pierrot qui l'évoquait. Il y a une petite action de Fèvre qui est bien servie dans la profondeur, là, qui est servie par Le Goff, je crois, si je dis pas de bêtises. Puis tu as Vuka aussi qui a une action. Et au final, ce qui se passe derrière, c'est que on change les deux ailiers, enfin pardon, les deux latéraux. Pour autant, il y a pas mal de personnes qui défendent la thèse que Le Goff et Kaloulou sont peut-être meilleurs dans une défense à 4, que Talbi et Laporte sont peut-être meilleurs dans une défense à 4, etc., etc. Sauf qu'on a fait jouer une défense à 4 un peu titulaire seulement 15 minutes. Donc je dis pas que ce changement là en 4-2-3-1 qui en fait défend en 4-4-2 aurait changé le cours de la rencontre, mais je trouve qu'on a assez peu fait jouer cette équipe-là avec ce système-là. Donc à la 60e, si encore une fois je dis pas de bêtises, on a Igor Silva et Benjamin Mendy qui rentre, et puis c'est rapidement aussi notre ami Croupi qui sort avec des crampes, Doucouré qui rentre, et je trouve qu'à ce moment-là, en fait, l'équipe ressemble plus forcément à grand chose. Et en fait, t'as l'impression que ça y est, le match, il est. Moi, franchement, t'attends plus grand chose. Tu sais qu'en fait, ça va surjouer. Et puis c'est vraiment très compliqué à ce moment-là. Hein. Je crois qu'on a un gros passage à vide pendant 20 minutes où on fait plus grand chose. Et c'est à ce moment-là où en fait, on resubit les attaques répétées de raids solitaires montpelliérains où on est mis en difficulté et on arrive au penalty du coup à la 70e et quelques que transformé assez habilement, mais ouais, c'est compliqué. Il y a Tamari qui nous a fait énormément de mal là, et qui a bouffé Kaloulou une bonne partie du match. Mais bon, je pense que tout le monde allait mettre une pièce sur Savanier pour un but, tellement il nous crucifie à chaque fois. Je crois que c'est masterclass. Et dans les anecdotes que Canal+ pouvait distiller, on a bien compris que ça faisait 10 ans qu'on gagnait pas face à Montpellier, CQFD. Pierrot, tiens, sur le penalty, encore une fois, Kaloulou sort assez tôt dans le match, remplacé par Igor Silva. Je maintiens ma théorie. Igor Silva a une chance de jouer 2 matchs, 2 pénaux. Il saisit pas trop ses occasions, ses chances, Igor Silva, Pierrot. C'est l'un des rares joueurs qui fait pas partie des plans en début de saison, qui a du temps de jeu et qui transforme ce temps de jeu en disaster class à chaque fois, quoi. Encore le penalty à Nantes, franchement, il y est pas, mais bon, dans les chiffres, c'est, même s'il n'y a pas faute pour moi, il y a péno, il y a but derrière. Hier, franchement, le penalty, ouais, il a eu un petit coup de sang en mettant un coup d'épaule, comme ça, et puis, enfin, t'es en Ligue 1, tu fais pas ça, quoi. Puis bon, que ce soit Kaloulou ou Igor Silva à droite, c'est vraiment, en ce début de saison, c'est vraiment le poste où je trouve
où on est vraiment le plus en difficulté, que ce soit offensivement et défensivement surtout. Et ce que je comprends pas, alors j'ai pas toutes les données, mais où est Dembo Silla? Est-ce qu'il est blessé? C'est ça qui est bizarre, J'ai Raph, je te vois faire j'ai pas le nom vu de la tête. passer, donc ça m'inquiète. C'est ça qui est bizarre, Dembo Silla, quid de Dembo Silla? Moi, j'avoue, j'ai pas les infos là des 10 derniers jours, mais globalement, il est pas depuis son passage en sélection après le match au Havre, il est pas revenu dans les groupes. Donc bon, ça fait quoi? Ça fait le 3e match où il est pas dans le groupe, si je dis pas de bêtises. Donc ça commence à faire, alors que c'était censé être vraiment le numéro 2 sur. Et on s'était même dit que Kalulu pouvait perdre la place de numéro 1 s'il continuait à jouer ainsi. Mais là, Silva donne. Je pense qu'il en est pas loin. Hein. Ouais, mais Silva donne aucune certitude là. Enfin, ça reste très très poussif. Bon, du coup, alors, ce match, on dit quoi? C'est un accident de parcours, c'est une équipe qui a pris une branlée à Nantes, s'y attendait pas et arrive pas à se remettre dedans. C'est une équipe qui joue que contre les gros et contre les petits et pas capable de performer. Lucas, comment tu analyses ça, toi? Non, comme j'ai pu l'évoquer, je pense que c'est une défaillance, une défaillance collective, mais aussi une grande part d'individuel. Si je reviens, parce que j'ai dit que je voulais revenir sur les 3 buts. Sur le deuxième but et sur l'ensemble du match, pour moi, Ponceau, il est bon avec ballon, mais sans ballon, il fait un match très très moyen, voire il fait un mauvais match, notamment sur le deuxième but où il n'attaque pas du tout le joueur, alors que c'est à lui de le faire. Sur le troisième but, où en fait l'ensemble de l'équipe pense que le ballon est sorti du terrain, tout le monde s'arrête, dont Benjamin Mendy, que j'ai envie de souligner. Il regarde l'arbitre assistant, il lui dit le ballon est sorti. Et au final, il n'attaque pas le joueur. Il a le temps de distiller un ballon dans la profondeur. Et t'as Talbi qui est très très mal placé. Encore une fois, il est très proche de Mendy. Ça laisse un boulevard plein axe qu'Acker Adams attaque et qui marque. C'est très facile pour lui de marquer. Donc voilà, beaucoup d'attitudes. Pas forcément des joueurs qui ne sont pas impliqués, mais plus on a l'impression qu'ils ont perdu ce cadre collectif. Et chacun ne sait plus trop où est sa responsabilité, qu'est-ce qui les lie. Est-ce que justement il n'y a pas un flou un peu en ce moment avec les consignes données? Moi je pense que ça va revenir. Je pense que il y a une phase où on a quand même plutôt bien débuté le championnat. Enfin, c'est des équipes avec un niveau élevé, même s'ils n'étaient pas forcément dans leur phase montante. Là aujourd'hui c'est plus compliqué. Mais voilà, je pense que ça peut se recréer très vite, que c'est des petits détails et que c'est de la confiance à retrouver. Donc voilà, je pense que c'est une grosse défaillance j'espère qu'il va faire du bien, mais ça fait 3 matchs, donc il va falloir réagir. Du coup, je vais saisir la perche un petit peu que tu tends et du coup lancer le débat du jour qu'on a souhaité vous proposer, puisqu'on est partagé aussi, nous, ici à la Taverne. Est-ce que le FC Lorient va jouer le maintien toute la saison? Ou au contraire, comme vient de le dire Lucas, on est un peu dans le creux de la vague, mais on va se reprendre. Raph, toi, t'es plutôt team, on va galérer toute la saison. Ouais, je pense. Pourquoi? Parce que c'est un peu la continuité, je trouve, de la grosse deuxième partie de saison de la saison passée. Parce que quand tu regardes un petit peu le contenu des rencontres, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de choses sur lesquelles on est capable sur lesquelles on peut se raccrocher, en fait. Enfin, concrètement, on se raccroche sur quoi? J'ai longtemps dit sur les 2 derniers épisodes que si on veut faire quelque chose sur ce championnat, il fallait prendre moins de buts que les saisons dernières. Là, on n'est pas dans les standards. On a pris 13 en 3 matchs, c'est pas non plus... Ensuite, d'un point de vue comptable, on est sur une tendance qui est inférieure à celle de la deuxième partie de saison l'année dernière. Et elle n'était pas brillante. Elle n'était pas brillante. On a été à 1,17 je crois, à la sortie au retour de la Coupe du Monde. Là, on est à 0,86. Niveau attaque, on frappe peu au but, on cadre peu. Du coup, ça reste compliqué pour être efficace devant. Et on concède un nombre important de tirs et de tirs cadrés. On est l'équipe qui
concédant le plus de tirs cadrés. Donc ça rend l'équation un peu compliquée. Si tu tires peu au but et que tu concèdes des tirs cadrés, comme ça va pas trop le faire, quoi. Donc, vous connaissez ma passion pour la stat tir cadré. Tir cadré, bah oui. Hier, 3 tirs cadrés, dont 2 têtes de Isaac Touré. De Touré. Ouais. Il va peut-être falloir arrêter de viser en bas à gauche, Isaac Touré. On a compris, les gardiens, ils y vont. Essaye, t'es grand, t'es le seul à prendre le ballon de la tête. Essaye, fais autre chose. Non, c'est dommage parce que c'est une vraie arme. C'est ça qui est, qui est dommage. C'est une arme plastique, c'est une arme. Globalement, à mon sens, c'est soit tu changes totalement ta manière de concevoir ton système là à court terme. En fait, je vois pas de bouton reset là. Tu sais, le truc où on se dit bon, on arrête les conneries, on revient à ce qu'on sait faire de bien. Bah en fait, non, c'est quoi tes fondamentaux? Ta défense à 5, t'as l'impression qu'en fait elle est usée jusque l'os, elle marche plus. Il faut remettre en cause la défense à 5, tu penses? Bah je sais pas, en fait, aujourd'hui elle te permet pas d'être serein plus que ça. Elle te permet pas, donc peut-être que du coup c'est les milieux qu'il faut renforcer, peut-être que je sais pas, mais enfin c'est aujourd'hui, enfin le comportement, le body language de la défense, qu'elle soit à 5 ou à 4, ça respire pas la sérénité, quoi. Donc et pour tenir le ballon, pour être moins en souffrance, je suis pas certain que le système aujourd'hui arrive à ses fins. On en prend 3 au Havre, on se fait laminer face à Nantes, et on en prend de nouveau 3 à Montpellier, avoir quelques circonstances atténuantes, mais enfin aujourd'hui, et je paraphrase le coach, hein, il parle d'équipes qui étaient celle-là, étaient dans notre championnat. Enfin, Nantes, c'est notre championnat, Montpellier, c'est notre championnat, Le Havre, c'est notre championnat, ça fait 0 points. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'on est la plus mauvaise défense de Ligue 1. Lucas, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je réagissais juste aux 3 derniers matchs qu'il a cités, et je me rends compte que c'est 3 matchs hyper importants dans lesquels on n'a pas du tout performé, et ça peut être préjudiciable. Rien sur quoi se raccrocher. Pourtant, toi, Pierrot, tu penses qu'on va pas jouer le maintien toute la saison? Oui, je pense qu'on relèvera la tête un moment ou un autre, parce que on va pas garder ce système-là, je pense, toute la saison, déjà d'une part. D'une deuxième part, on va retrouver 2 joueurs avec intéressants au milieu de terrain qui sont Bakayoko et Kari, qui, je pense, amèneront un changement de système assez rapidement. Et d'une troisième part, je pense qu'avec le retour des blessés comme Tozin, Mvuka, que j'ai trouvé assez intéressant, des choses vont être changées. Je pense qu'on partira sur un espèce de 4-3-3 un peu hybride. Et je pense qu'il faut changer 1 ou 2 joueurs derrière, au moins 1, surtout au poste de latéral droit. Je pense que le petit Silla, il va être temps qu'on le fasse jouer un peu, voir ce qu'il vaut, parce que les 2 qui sont devant lui, clairement, le début de saison, il est nul. Donc, je vois pas pourquoi on devrait continuer avec ça. Et après, faut revenir à des fondamentaux de ce qui a bien fonctionné l'année dernière. La charnière Talbi-Laporte. Pour moi, j'ai vu un poil de mieux défensivement en deuxième mi-temps quand c'était cette charnière-là. Mais si tu restes à 3 derrière, ça va être compliqué. Parce que Raph le disait dans le précédent podcast, Talbi a été changé, il est devenu axe droit alors qu'il était axe gauche, donc déjà il y a quand même déjà plus le même repère. Et tu le vois, tu le vois clairement. Lucas le disait en début du podcast, il fait des fautes. Il a pris son premier carton jaune depuis qu'il est chez nous. C'est pas anodin. C'est clair. C'est pas anecdotique. Pierrot se raccroche à la profondeur de l'effectif, on va dire, et donc les multiples possibilités pour Régis d'innover, on va dire. Toi, Lucas, t'as quelle position là-dessus? Tu penses que ça va être une saison galère ou au contraire, t'as de l'espoir? Alors, je suis assez mitigé. Alors, moi, je pense qu'on va se remettre dans le rythme et qu'on va se maintenir, mais je pense qu'on aura plus ou moins le maintien.
je m'attends pas à un maintien qui va être aussi facile que l'année dernière, ou un maintien assez tôt. Déjà parce que on est une Ligue 1 18. Alors, on disait, oui, donc il y a moins de descente, ça peut peut-être favoriser une pérennité d'un club. Mais aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas, comme les autres années, forcément une équipe qui est complètement lâchée, une équipe qui est à la ramasse, peut-être Clermont qui est un peu en dessous. Et si on reste, Attends, il y a une équipe à la rue, mais on la joue la semaine prochaine. Lyon, oui, Lyon, ils bon. sont vraiment à la rue. Hein. Mais sur le long Ouais, terme, on va les j'ai du relancer mal à y croire dimanche que ce soit à Lyon. On en parlera. Mais moi, je rejoins Pierrot sur le système avec la possible émergence d'un milieu à 3. Parce qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir Makengo qui rentrait dans un milieu à 3, mais euh, il n'est pas forcément dans une bonne phase. Donc, je pense que la concurrence va amener beaucoup de choses. Mais la grosse limite que je vois à un changement de système, c'est comme on l'évoquait, c'est que on a basé notre mercato sur un système à 5 tout au long de la saison. Et aujourd'hui, on a très peu d'ailiers. Si on remet si on met Fèvre en tant qu'ailier, Lucas, il est parti. si on met Fèvre en tant qu'ailier, on va perdre ce qui nous a apporté cette saison parce qu'on le dénature, il sera plus à son poste. Et aujourd'hui, on a Mvuka, ok, qui peut jouer en tant qu'ailier. Mais voilà, après, c'est très limité. Tosin qui peut jouer aussi, mais est-ce que Tosin n'est pas meilleur proche de l'attaquant ou en attaque? Finalement, on n'aura pas forcément des joueurs à leur poste. Et donc voilà. Et juste dernière chose, moi je voudrais revenir sur la défense. Donc ce qui peut être bien si on reste à 5, c'est qu'il y a l'émergence de Mendy et qui pour le coup peut amener, je pense, beaucoup plus dans son rôle de piston, même si le Goff fait un bon début de saison. Mais moi si on repasse à 4, je suis pas sûr que je garde la charnière Laporte-Talbi. Pour moi, Voilà. alors j'ai confiance sur Laporte, mais pour moi sur le début de saison, notamment c'est 1 contre 1, je trouve assez peu inspiré sur ses interventions. Je trouve qu'il se jette un peu trop et je trouve qu'il laisse trop d'espace dans son dos, qui se jette trop et ça met en difficulté le bloc. Et encore hier. Donc voilà, j'ai pas trop compris la sortie d'Isaac Touré, même s'il est peut-être meilleur dans une défense à 5 du coup. Il est sorti blessé, Touré. Ah oui, ça, pardon. Mais voilà, en tout cas, je pense il aurait pu sortir aussi, ça aurait été le premier maillot à sortir quand même. Et puis il y a aussi un dernier facteur dont vous n'avez pas parlé qui moi m'inquiète particulièrement, c'est que devant, on a 0 certitude. Je mets de côté Kroupi et Doucouré, ils sont jeunes, normalement ils sont pas là pour prendre des titularisations ou des grosses demi-heures de jeu, ils sont là pour apprendre, etc. Tu n'as rien à leur reprocher, tu peux pas leur en vouloir, ça remet de côté. Dieng, on va voir s'il s'est remis les idées à l'endroit, mais pour l'instant c'est 0. Tosin, c'est tôt pour juger. Il plante, il joue 2 matchs, il marque 2 fois. Bon, mais attends de voir. Donc tu as 0 certitude devant. Et Gerbic, il est placardisé. Gerbic, tu peux avoir 4 blessés devant, tu le verras pas sur le terrain. Donc on compte plus sur lui. Ça pourrait être l'objet d'un autre débat. Il y a forcément des choses qu'on ne sait pas, et s'il joue pas, il y a probablement des bonnes raisons. Mais le fait est que devant, tu as 0 certitude. Et ça se traduit sur le terrain, on ne tire pas, on ne marque pas. C'est ça. Et surtout au niveau des complémentarités, je sais pas si depuis la saison, bon, ça a peut-être dû arriver, mais je suis pas sûr qu'on ait eu le même trio offensif sur les 6 premiers matchs. Parce qu'aujourd'hui, donc on a vu un peu Pagis, on a vu Lebris, on a vu Tosin, Dieng, Doucouré, Kroupi, même Ponceau en tant que ce poste proche de l'attaquant. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment, Lebris a vraiment du mal à trouver son trio offensif, ou au moins rien qu'un duo finalement, parce que les complémentarités se font pas, on n'arrive pas à trouver la bonne solution. Un joueur qui fasse le lien entre l'attaque et la défense, qui a assez d'impact pour apporter justement cette absence d'ailier, cette absence peut-être de profondeur, parce qu'on n'a pas forcément de joueur de profondeur sur le terrain, hormis l'attaquant. Et voilà, on a des joueurs, on avait vu Doucouré qui a bien commencé sa saison, là sur les dernières apparitions c'est quand même plus compliqué, même si on va pas lui rajouter la faute. C'est dur de construire quelque chose. Moi j'espère vraiment
je mets mes espoirs sur Dieng. C'est un peu honteux. C'est un peu triste, mais Ah bah oui, mais après Dieng, c'est pas un c'est à numéro lui de 9. prendre le lead, clairement. C'est à lui de prendre le lead avec Tosin, mais Mais c'est pas un numéro 9. voilà. Mais est-ce que justement, si on met Tosin devant et peut-être lui en soutien, après c'est encore Ouais. une remise en cause de tout ce qu'il a fait depuis le début, le Brise, mais bon, il faut trouver quelque chose. Et comme c'est lui qui décide, est-ce qu'il va lui-même se remettre en cause? On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard si les résultats continuent à être moyens. On aura l'occasion d'observer ça en tout cas. Mais voilà, peu de certitude devant, grand mystère derrière. On a pléthore de joueurs, 9 défenseurs sur la feuille de match ce week-end. 9 défenseurs et tu prends 3 buts. 9 défenseurs sur la feuille de match, pléthore de solutions derrière, un milieu plutôt dense. Normalement, il y a de quoi faire, Raph, pour s'en sortir. Mais comme tu le disais, zéro certitude nulle part. Ouais, franchement, moi, j'arrive pas à... Raph, il a la voix de comme si quelqu'un était décédé dans la journée. Non, mais moi, j'arrive pas à voir où on va, hein, franchement. Enfin, il y a rien qui prend correctement. Tu vois, c'est très... Franchement, aujourd'hui, sur les 3 derniers matchs, on a clairement le visage du relégable. Faut le dire. Enfin, Ah bah, tu prends pas 13, d'efficacité, 3 et 5. impuissance, Ouais, tu pas prends, d'efficacité devant, fébrile derrière. 13 buts Euh, en 4 matchs, oui. C'est Tu vois, un tu niveau prends des légal. coups francs, voilà. On n'a pas encore vu le but de casquette, mais pourquoi pas bientôt. Non, en fait, moi j'ai Je trouve que le premier but de Montpellier est un peu casquette. Hein. Non, il est pas casquette. Ça démarre tu l'as dit toi-même, Ah, ça démarre d'une relance quand même, contre hein. les machins. Les défenseurs font n'importe quoi, 2 contre 1 face au Pas gardien. retourner Le gosse, les il se arguments. jette, Là, c'est il insulte les joueurs. Pierrot qui dit un but est un but. Bon, et c'est un but. Hein. Enfin, soit il joue bien le coup, ils ont de la réussite, mais il est pas casquette. Si, il est ridicule ce but. Ouais. Et, tu te fais prendre de vitesse par Kazri. Kazri, le maillot est moulant, tu vois les bourrelets qui défendent. Non, stop quoi. Il était cramé à la 60e, il prend de vitesse, je sais plus qui était notre défenseur sur lui là. C'est bon. Non, mais le vrai truc là, c'est que on n'a pas de neuf. Bah ouais. Le système est prévu avec deux soutiens, mais en fait, c'est un poste qui est fait pour Fèvre. Donc en fait, personne n'arrive à faire du Fèvre. Fèvre, on n'en a pas parlé, excuse-moi, je t'interromps une nouvelle fois. Rap, décidément, ce soir, j'arrête pas, tu m'excuses. Fèvre qui joue sur une jambe, hein. Il s'est pas entraîné la semaine. Non, mais il était diminué, enfin, ça se voit hein, sur ça. Ensuite, on a des pistons qui n'arrivent pas à vraiment rentrer dans ce rôle de piston. Et puis on a une défense à 3, on a l'impression qu'ils ont perdu tous leurs repères. Donc en fait, et même les deux milieux, enfin, souvent on se disait ouais, Abergel plus Ponceau, pourquoi pas, c'était assez équilibré quand on jouait dans un autre système. Là, tu as l'impression ils pèsent moins, ils pèsent nettement moins et non, franchement, c'est difficile. Hein. C'est très difficile. Pèse moins. Ponceau, j'ai l'impression que les quelques éclaircies offensives, ça passe par lui souvent. Il va aller chercher la passe verticale. Moi, je trouve pas que son match ait été scandaleux. Hein. Je trouve qu'il a été honnête dans un océan de médiocrité, mais en fait, c'est compliqué de mettre des mots sur cette prestation parce que ils ont pas été non plus en dessous de tout, mais juste tu vois qu'en fait, on n'a juste pas le niveau. En fait, ton attaque est pas Ligue 1 ready en fait. Hein. Ils font ce qu'ils peuvent. T'as un système qui exploite pas les réelles capacités des joueurs aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ils sont pas à l'aise. Et t'as perdu ce qui était un des fondements du début de saison où on se dit on arrive en Ligue 1, on prendra pas de but. Porte ouverte. Franchement, tout va mal. Tout va mal. Parce que tu peux te dire on est une vraie assise et on mettra de temps en temps des buts parce que devant il faudra qu'ils se rôdent. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, limite, moi, je trouve qu'on a mis presque plus de buts en ce début de saison que je ne pensais. Mais par contre, on s'est fait ouvrir comme. Faites le bilan. Après ces 7 matchs, est-ce qu'on aurait pensé une seule seconde prendre autant de buts avec l'équipe que nous concoctait Régis Lebrise? Non. Bah, bien sûr que non. Déjà, rien qu'avec la charnière, t'as lui Laporte, Vogo dans les buts, normalement, t'as une certaine sécurité. Ouais. Tu peux pas être la pire défense de Ligue 1 avec ces 3-là, c'est pas possible normalement. Mais bon, Pierrot, quoi de mieux pour relancer une équipe dans le doute qu'aller chez l'équipe la plus nulle de Ligue 1? On va tellement les relancer, ça.
Ça me terrifie. Parce que en fait, tu peux te dire aussi qu'ils vont se chier dessus dans le sens où il faut pas qu'on perde nous contre Lyon, quoi. Tu sais, c'est quoi Lyon? C'est la dernière équipe en Europe des gros championnats à ne pas avoir mené au score. Et contre qui ils vont terminer cette statistique? Contre nous, tu vois. C'est tellement évident qu'on va prendre un but dans les 5 voire 10 premières minutes et qu'on va le perdre 1-0 lamentablement. Tu crois pas à ce match, Pierrot? J'aimerais bien y croire, mais le problème c'est qu'on va pas retrouver des joueurs que j'ai envie de voir dans la semaine. Et ça va être compliqué. Je pense que si on a des occasions, ça passera encore une fois par un exploit individuel de Fèvre. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais je pense que dans tous les buts depuis le début de saison, il est impliqué dans beaucoup de buts. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une Fèvre dépendance du fait qu'on peut jouer sur une jambe, voilà, malgré que. Donc ouais, je vois bien Fèvre marquer quand même au Parc OL en petit souvenir de son passage là-bas. Mais je pense, je sais pas pourquoi, je pense qu'on va repartir avec 2 ou 3 buts encore, quoi. Parce que rien ouais, à ce point-là, ça va changer. Tu prends 3 buts contre Lyon, tu peux fermer la boutique, ça sert à rien de continuer. Hein. En sachant que Lyon, 3 buts, si on prend 3 buts face à Lyon, 3 buts, c'est ce qu'ils ont marqué depuis le début du championnat. C'est chaud, hein. Impossible de ne pas l'orienter, les gars. Raph, tu partirais sur. Alors toi, je te sens bon. De toute façon, t'es pessimiste aujourd'hui, donc je vais pas te demander ton avis là-dessus. Mais attends, moi, je suis pas pessimiste depuis. T'es pessimiste aujourd'hui? Non. Pierrot l'avait souligné lors du dernier podcast. Non, lors du dernier podcast, il a dit putain, t'étais hyper pessimiste, c'est bizarre, etc. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Je savais pas dans quelle direction t'allais. T'y crois toi à une victoire à Lyon? Non. En fait, je vois pas ce qui pourrait nous permettre de faire un résultat là-bas. Alors même que Lyon est désastreux. Et toi, Lucas, de ton côté? Après, je vous demanderai votre. On va essayer de définir un petit 11 là pour aller jouer à Lyon. Non, moi, je pense qu'on va avoir du mieux parce que ça va être une équipe qui va pas nous prendre autant au dépourvu, même si ça n'aurait pas dû être le cas que Montpellier. Je pense que ça va être 2 équipes en manque de confiance. Ils vont jouer face à leur public qui risque d'être assez hostile. Donc, je pense que ça va être un match assez fermé. Moi, je pense qu'on peut aller chercher un nul. Je crois pas forcément en la victoire. Mais voilà, je pense que ça va être un match mental très, très, très difficile. Bah moi, je vous dis, on va les éclater. On n'est peut-être pas bon, mais vous avez vu Lyon? Ouais. Non, mais on connaît notre FC Lorient. Ils ont un défenseur central titulaire. T'as vu Lorient jouer aussi? Oui, non, mais okay. Ils ont un défenseur central qui s'appelle O'Brien ou je sais pas quoi. Le mec sort de nulle part. Il a joué en U23, non. Enfin, bref, une pipe. Non, on va les éclater, c'est obligé. C'est obligé. Et je vais vous donner 2 autres raisons et Pierrot va kiffer ces raisons. Petit 1, Loïc Ferry. Déjà, à la mi-temps du match, il n'était pas content. Je sais pas si vous avez vu son interview sur Canal. Il en avait rien à foutre. Il faisait service minimum. Alors que d'habitude, il est toujours un peu en représentation, tu vois. Il vend le club, il vend le truc. Le gars de Canal lui posait des questions, il répondait à moitié. Il en avait rien à cirer. Et à la fin du match, zim, vestiaire direct. Donc déjà, il a mis une chasse à tout le monde. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les joueurs ils vont être piqués au vif. Tu peux pas prendre 5 à Nantes, 3 à la maison et pas réagir. J'espère un retour de Tozin devant. J'espère. Et on est obligé de voir du mieux. On va les taper. Ouais, mais c'est sûr est-ce que un coach comme Régis Lebris, un coach qui arrive à jouer sur l'ego, sur l'orgueil non, lui, il est méthodo, il est. Ah oui, mais bon, du coup, c'est le rôle de. C'est pour ça quand je te dis que Ferry est descendu dans le vestiaire direct. Et il sera là pour faire du coup le petit pitch avant le match de Lyon ou tu vois. Ouais, non mais c'est pas tapis non plus, tu vois, c'est pas. Vous avez vu la série tapis? Il va pas descendre dans le vestiaire, commencer à insulter les mecs pour qu'ils jouent, non. Ah moi j'aimerais bien avoir un petit loup de Wall Street juste avant la rentrée là, ça peut être pas mal. T'imagines si ça tenait qu'à ça un match de foot, à engueuler les mecs plus ou moins fort? Non, ça n'a aucun sens. Écoute, il y a des coachs qui ont fait leur carrière sur ça. Hein. Ouais, oui, super. Mais non. On essaie de se faire un petit 11. Bon, Vogo dans les buts, je suppose que ça bouge pas. On aura pris 13 là pour le coup. Alors, autant que contre Nantes, on avait dit, bon,
Et même Monaco. Monaco, il y en avait un premier poteau de rayeur qui était pour lui. Ouais. Autant là, ce week-end, il pouvait pas grand-chose. Lucas, tu confirmes notre ami Vogo dans les Oui, buts, je bien sûr. suppose. Et qu'est-ce que tu nous proposes comme défense? Je reste toujours sur une défense à 5. Donc avec à gauche, allez, je maintiens les Goff à gauche, voilà, qui est très cohérent. Je pense que c'est pas forcément le match pour lancer Mendy. Au niveau de la charnière, si Dembo et Silla revient, j'envisage de sortir Laporte. C'est pas définitif, hein, mais c'est pour relancer, c'est pour dynamiser, voilà, faire jouer la concurrence. Donc avec Talbi et Touré. Et à droite, Tu sors la porte du 11. oui. Ok. Pour moi, sur la ligne défensive, si on sort le Kalulu, donc sur la ligne centrale, c'est le défenseur le plus en difficulté depuis le début de saison. Plus que Touré? Ouais, pour moi, il y a certes, je trouve, des bonnes choses balle au pied. C'est vraiment un domaine où il a progressé. On avait échangé avec lui là-dessus. Mais pour moi, voilà, je trouve qu'il prend beaucoup trop de risques. Il s'expose beaucoup trop. Alors c'est peut-être aussi parce que justement l'équipe le groupe est trop écarté, trop éclaté, et du coup il doit prendre des initiatives. Peut-être. C'est tout à son honneur parce que justement si personne prendrait ses responsabilités, il se passe rien. Mais il n'est pas forcément réussi pour l'instant. Donc voilà, je lance Formos Mendy. Je pense pas que ça va se passer, mais voilà, c'est ce que je pense. Et à droite, là, c'est très dur. Je pense pas que lancer Dembo Silla non plus dans un match comme ça, c'est soit la meilleure chose. Donc je reste sur Kalulu, mais c'est très compliqué. Sans conviction. C'est ça. Vous restez sur un schéma à 5 défenseurs, Pierrot, hein? Moi, ça va dépendre de deux facteurs. Est-ce que Touré et Formos Mendy seront là, déjà? S'ils sont pas là, clairement, je mets pas Mouyo Kolo dans la défense à 3, donc je passe à 2. Et moi, contrairement à Lucas, je lancerai enfin Mendy titulaire. Et l'autre côté, je mettrai Silla titulaire, histoire de marquer le coup, quoi. Tu prends des risques, hein? Ouais, mais bon, t'as rien à perdre. Touré qui est blessé, qui est sorti blessé, hein, allez savoir s'il sera dispo dimanche, Raph. Moi, je ferais autre chose. Je pense que du coup, s'il n'est pas dans le groupe, je le vois pas revenir pour être titu face à Lyon. En tout cas, je pars du principe que ça fonctionne pas. Je suis un peu comme Pierrot. Je pense que maintenant, Mendy, ça y est. Mendy, en fait, sur le peu de minutes qu'il a joué, il a plus centré au but que n'importe quel joueur du FCL. Enfin, il apporte un vrai danger là-dessus, je trouve. Faut arrêter. C'est une vraie arme aujourd'hui. Il sait faire ce geste, ce genre de geste technique. Il apporte un vrai danger là-dessus. On peut attaquer. Mais il n'y a maintenant personne avec, à la réception des centres. Il peut en envoyer 70. Hein. Peut-être, mais je te jure que ça finira par. Si ces centres ils arrivent, c'est parce que c'est la fin de match et tu es à la bourre et tu es en retard et donc tu as Touré qui est monté. Mais sinon, ils vont aller chercher. Et Croupi, il est très gentil. Il mesure 1m50. Il va pas aller prendre des ballons de la tête. Hein. Bah écoute, il a eu combien de minutes, notre ami Mendy, mais il a plus fait de centres réussis que n'importe qui dans l'équipe. Centre réussi dans la surface. Oui, parce qu'il arrive en fin de match, parce que tu mets les grands devant, donc ouais, d'accord. Ouais, mais même en volume. Le contexte aussi. Ouais, bon bref. Ouais, mais même, je préfère avoir un mec qui fasse 36 000 centres dans le match et au moins il y a quelque chose qui s'apporte. C'est dangereux. Dans la surface plutôt que de construire. Enfin, vu ce qu'on construit, on construit pas grand chose à part Fèvre. Je préfère avoir un mec qui absolu, d'accord, mais c'est toujours pareil. Le centre, tu peux les envoyer si t'es. Une défense à 5 chelou. Si c'est O'Brien qui les récupère, le central de Lyon, là. Je ferais une défense bizarre. Je ferais Mendy, piston gauche. Je mettrais Le Goff dans la défense à 3 à gauche. Je mettrais Talbi en point de base de la défense en mode rôle de conservateur, le dernier, je pense là où il excelle le plus. Libéraux, quoi.
Voilà. Tu mets Laporte qui Voilà. sort sur le bonhomme, axe droit. Et tu Voilà. fais jouer Théo Lebrise, piston droit. Alors, attention. Bah, parce que faut faire comprendre à Kaloulou qu'à un moment donné, c'est la fin de la récré. Et que Silva, je veux plus le voir sur le terrain. Donc je fais jouer le seul gars qui a eu un peu de teneur sur ce rôle-là l'année dernière, quand il l'a dépanné. Bah, c'est Théo Lebris. Je suis désolé, il a sait dépanné, faire. quoi. Ouais, Bah, non, mais bon. dans ta logique, c'est la seule option. Bah, Sauf ou à alors tu lancer, remets Kaloulou. Ou alors tu remets Kaloulou. sauf à lancer, comment il s'appelle, le latéral droit qui a disparu de la circulation, là. Dembossi mais il Ouais, est pas dans sauf à le lancer, quoi. Donc, oui, pourquoi pas. S'il est apte, mettons là. Mais je pense qu'il ne sera pas dispo, j'ai l'impression en tout cas. Donc si on joue avec dans ces conditions-là, je mettrais Théo Lebris à droite. Dans sa capacité aussi à porter le danger. Ah bah oui. Voilà. Des deux côtés du terrain. Pardon. Non mais c'est vrai. Oui, non mais bien sûr. Ça, le gros chantier, c'est donc cette ligne de 5 derrière, puisqu'il est à peu près évident que Régis Lebris va Don Régis, comme on l'appelle. On n'est pas près de l'avoir en interview, moi je vous le dis. Va continuer avec cette ligne de 5. Il n'aura pas. Ce serait mal le connaître, je pense, que d'imaginer qu'il fasse un changement tout de suite, maintenant, avant la trêve, en allant jouer à l'extérieur sur un match sur lequel il peut rassurer son équipe avec ce système. Je pense qu'il aurait même intérêt plutôt à pas l'abandonner tout de suite, cette ligne de 5. Et puis, au milieu et devant, est-ce que vous apportez un grand changement ? Ah bah devant, il va falloir se poser des questions sur comment t'animes tout ça à un moment donné, quoi. Si le Tozin problème, est c'est que dispo, il est titulaire pour toi ? Oui. Si il est dispo, mais sinon, t'as pas non plus. Moi j'avais bien aimé du coup Tozin, Fèvre en soutien, Croupi tout seul devant. Ouais. Après, voilà, il faut que ça génère beaucoup de boulot pour Abergel et Ponceau quand même. Donc là encore une fois, Montpellier ils nous ont mis la sauce au milieu sur la première période. Hein. Voilà, pourquoi pas. Après, Lyon est éclaté, donc du coup, avec cette compo-là, si t'es pas capable de faire quelque chose. Voilà. C'est ça. Passons au pronostic. Lucas, tu voulais ajouter quelque chose, excuse-moi. Non, pas forcément. Après, non. Moi, ce que je vois sur le match de Lyon, donc là, ils ont joué en 5-3-2 face à Reims. Donc, malgré leur défaite, moi, déjà, je les ai trouvés plutôt sur la bonne voie, entre guillemets. Le truc à exploiter, entre guillemets, c'est que leur milieu de terrain, depuis le début de saison, est catastrophique, avec Cacré et Tolisso notamment. Ils sont pas du tout au niveau, et donc ça, c'est un domaine où on a des difficultés, notamment face à Montpellier, où on s'est fait transpercer au milieu de terrain. Donc déjà, là, ça va peut-être soulager un petit peu Ponceau notamment, qui aura peut-être plus d'aise, plus à l'aise offensivement, moins d'intensité, moins d'impact à gérer, parce que le milieu de Lyon, c'est très très compliqué physiquement cette saison. Donc ça, je vois un plus là-dessus. Le point négatif, c'est que déjà sur la structure, enfin, le fait qu'il joue à 5 déjà, ça va être encore moins d'espace pour si Croupi est titulaire devant. Ça va être très compliqué pour lui de peser face à la défense de Lyon. Je ne mettrai pas de Doucouré, mais voilà, j'espère vraiment que Tosin va revenir. Et voilà. Donc après, je ne sais pas si au milieu de terrain, moi, si par exemple Kari ou Bakayoko revenait, j'aurais remis Ponceau plus haut dans un match comme ça et mis un des deux titulaires, mais je pense que ce ne sera pas le cas, donc je pense qu'on restera sur ce qu'on a vu face à Montpellier. Moi, je me rappelle plus des choix là-dessus quand il y avait un mano à mano entre Kari et Ponceau. Est-ce qu'il privilégiait plus Ponceau plus bas que Kari? J'ai l'impression que Kari jouait un tout petit peu plus haut que Ponceau dans ses choix. Et donc, est-ce que finalement Ponceau ne resterait pas dans le rôle qu'il occupe aujourd'hui et que c'est pas finalement Kari qui viendrait prendre le rôle un petit peu que personne n'arrive à avoir, c'est-à-dire Pagis, Théo Lebris, un petit peu Tosin. Est-ce que finalement ce serait pas ça qu'il arriverait à choper? Est-ce que Kari finalement c'est pas le mec qui ressemble le plus à Fèvre dans sa palette En tout cas, je pense que c'est le joueur plus offensif et je pense que lui il peut amener plus de verticalité, pas forcément si dans la passe j'imagine, mais plus dans ses portées de balle. Enfin moi ce que j'ai retenu un peu de ce joueur,
Il arrive bien à une bonne conduite de balle, et il joue très vertical dans ses courses. Ce que Ponceau peut faire, mais Ponceau a quand même moins d'impact. Donc je te rejoins là-dessus, c'est que offensivement, c'est vrai que Carey pourrait peut-être plus apporter et jouer ce rôle plus ce liant et vraiment apporter de la percussion et fixer un peu le milieu adverse, ce qui manque aujourd'hui cruellement. Tu as évoqué un autre truc, Lucas, c'est le système lyonnais en 5-3-2. Est-ce qu'il n'existerait pas un monde où Lorient passe en 5-3-2 à un moment donné? Parce que du coup, l'opération porte ouverte, à un moment donné, va peut-être nous demander de densifier le milieu de terrain aussi. Et là, du coup, tu aurais peut-être une exploitation des pistons autre que dans le système actuel. Ouais, s'ils sont performants, ça dépend de ça. Ça va pas être un très beau match à regarder, a priori. Amazon, 15h dimanche. Mais bon, on sait jamais. Sait-on jamais. On passe au prono, messieurs? Pierrot, t'étais pessimiste. Impossible n'est pas l'orienté. Quel est ton pronostic pour dimanche? Ouais, 2-1 Lyon. 2-1 pour Lyon. Lucas? Un but partout. Raph, de ton côté? 1-0 pour Lyon. Eh bien, moi, je vais dire 3-1 pour Lorient. Ouais, évidemment qu'on va prendre un but. J'ai fait une croix sur le fait de faire des clean sheets. Mais on va quand même les taper. Me demandez pas qui va marquer, j'en sais rien. Mais on va quand même les taper. C'est Fabio Grosso, leur coach, quoi. Et Lyon prend quasiment 2 buts par match. Alors non, il y a un moment, il faut arrêter. Fabio Grosso, la moitié des joueurs, tu les connais pas. C'est bon, quoi. C'est bon, soyons un peu sérieux. De toute façon, si on gagne pas ce week-end, j'arrête le podcast, je vous le dis. Ah, on pose les... Je vois que Pierrot est concentré depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il fait le tri dans vos superbes questions que vous avez posées sur Instagram et sur Twitter. Pierrot, nous t'écoutons. Il y a beaucoup de questions sur le système. Je prends la première question de Alex Derval. Ça commence à faire beaucoup. C'est surtout qu'on ne comprend pas ce que Régis Lebris veut faire. Ou si on comprend, mais pourquoi il s'obstine dans quelque chose qui ne fonctionne pas. On manque de poids offensif avec 2 seulement en DC. Ça change à rien. Plus les buts de comprendre. Faut remettre un second attaquant urgemment. Ça rejoint un peu ce que Raph disait dernièrement. Moi, j'ai bien aimé les 15 minutes en 4-2-3-1 en phase offensive et en 4-4-2 du coup en début de seconde mi-temps. Franchement, s'il y a bien un système sur lequel Régis Lebris peut certainement évoluer, ce serait ça, je pense. Et puis pour ce qui est du poids offensif, on n'a pas non plus des munitions illimitées devant. Non, et puis on défend bien en 4-4-2. Rappelez-vous, c'est quand même notre système de début de saison dernière, le 4-4-2 sur phase défensive. On a défendu en 4-4-2 à Rennes comme des titans. C'était ça, un plat très resserré, très bas. Lucas, sur la deuxième partie de la question, pourquoi, à ton avis, Régis continue ainsi sur ce système à 5 derrière? Toi qui le connais intimement. Je pense déjà, comme on l'a évoqué, c'est que déjà une grande partie de mercato a été basée là-dessus. Donc aujourd'hui, les profils font que c'est pas forcément simple de repasser dans un système à 4 derrière, sachant que ton joueur clé cette saison, c'est Romain Fèvre. Et quand tu as un joueur de ce niveau-là, qui a autant d'impact sur l'animation offensive, l'intérêt, c'est quand même de le mettre dans les meilleures conditions. Certes, il faut essayer de mettre même dans les bonnes conditions l'ensemble du 11, mais quand tu as des joueurs comme ça, il faut quand même réfléchir à la maille individuelle. Et faut dire qu'à ce poste-là, proche de l'attaquant, pas à faire des courses rectilignes tout le long du match, il est très bon. Donc je pense que c'est une grande partie de la réflexion qu'il a. Et je pense qu'il croit au fait qu'un système qu'il a bossé depuis maintenant 2 mois, enfin depuis la reprise, ça va porter ses fruits. Je pense que c'est pas sur 2-3 matchs que tu
remet en question tes principes et tes idées. Euh, Enfin, moi, je suis pas encore très affolé, même si les derniers scores sont catastrophiques. Pour moi, voilà, il y a des erreurs individuelles et faut quand même pas oublier que c'est un collectif et que ça peut se remettre dans le bon sens très vite. Donc, je pense que voilà, il croit en ses idées. Pierrot. Question de Enzo Merlu 56. Manque-t-il pas une âme à la Lemoine dans cette équipe? T'as recruté des mecs, enfin, t'as Abergel, t'as Laporte, t'as Talbi, t'as Benjamin Mendy. C'est des mecs qui ont ce vécu, Je pense que la question formulée un peu autrement, manque-t-il pas un vrai leader de parole dans le 11? Bah non, c'est ce que je t'ai donné. C'était à la fin de quel match? À la fin du 2-2 contre Monaco. T'as Laporte qui réunit tous les joueurs dans le rang central et qui parle. Je pense qu'on les a, hein, ces joueurs-là. Je pense. Hein. Moi, je pense que le moine à l'époque, il avait un autre registre que celui d'être aussi le leader à la parole, si je reprends l'expression de Pierrot. C'était surtout un métronome qui, du coup, canalisait le jeu de l'équipe et était capable de gérer les temps faibles comme les temps forts. Je prends plus la question dans la capacité à conserver le ballon et et à être propre, à pas gâcher les opportunités, à faire les bonnes passes, etc., à canaliser le jeu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on manque peut-être de quelqu'un qui est capable de construire, peut-être au milieu de terrain. Aujourd'hui, non, mais on a. Oui, non, je en fait, réfléchis en même temps. Je voyais pas Lemoine comme un très grand bâtisseur, mais. Bah, quand même. Ouais, un relayeur, ouais. Ah ouais, quand même, si. C'est quand même Le mec touchait un nombre de ballons de gueudin et il alimentait ces deux gars devant, mon conduit. Une belle époque. Bah non, mais ça joue un petit peu au ballon aussi. Conduit Tu vois, le fait, oui, bien sûr. Et Abergel, hein, mon conduit et Abergel devant lui. Parce que du coup, il jouait un cran au-dessus. Et Enzo a eu du mal à s'imposer quand il y avait ces trois-là, hein, donc sous Pélissier. Il jouait sur l'aile, etc. Sous Genesio aussi. Oups. Bref, j'ai perdu le fil, je sais même plus de quoi on parlait. Mais oui, donc oui, qu'un profil comme ça de bâtisseur au milieu manque peut-être un peu. Ouais, parce que tu vois, aujourd'hui, quand on a la possession, elle est relativement stérile. L'âme, c'est plus le jeu, en fait, je trouve. Enfin, c'est qui tient les clés du jeu là-dessus. C'est moins évident. Et en fait, on a juste on a un détonateur, donc c'est Fèvre, mais qui agit pas en tant que meneur de jeu, je trouve, mais plus en tant qu'électron libre qui va faire la différence. Et peut-être, moi, je prends plus la question. Une sorte de sur Jimmy Cabot, quoi. Exactement. C'est beau pour Pierrot. La fait belle. Question de Bastien Maé. J'ai l'impression que la fin de saison dernière n'était pas en roue libre de notre réel niveau au vu du début de saison actuelle. C'est dur de comparer, hein. Les effectifs sont pas les mêmes. On n'était pas très bon là, en fin de saison dernière, c'est vrai. Bah, en termes de joueurs, oui, c'est pas le même effectif, mais tu peux faire quand même T'avais Dieng, t'avais Doucouré, t'avais Fèvre, t'avais les mêmes pistons. Ouais. Oui, pour moi, c'est la même équipe. T'as quand même un joueur qu'on a plutôt pas remplacé, c'est quand même le fait. Ah bah bien sûr. Mais quand on parle de constructeur, le problème de notre début de saison, c'est pas de pas avoir remplacé un joueur comme lui. Bah bien sûr. Aujourd'hui, c'est un mec qui faisait le liant, 2 qui construisait, qui était capable de distiller, d'avoir de la qualité sur les coups de pied arrêtés. Bah ouais, clairement, là tu vois aussi ce qui nous manque dans le système. Hein. Tu mets aujourd'hui un Lefebvre soit à la place de Ponceau, soit un petit peu plus haut, même si j'aime pas quand il est trop haut sur le terrain, on fait pas le début de saison qu'on fait, c'est évident. Ne serait-ce que dans le pressing.
C'était une pièce maîtresse le fait en pressing. C'était masterclass de pressing sur la saison dernière. Meilleur qu'à Bergel à son prime presque. Et je finirai par une question de Patrice Ogalic. Mercato estival fait avec des joueurs blessés ou hors de forme. Mercato de cet hiver, l'hiver dernier. Dieng et Makengo, toujours rien. Échange débile entre Meïté et Touré à la fin du mercato. Régis voulait les clés du bus. Il n'est pas irréprochable. Tactique et coaching très défaillant. Makengo, ça commence à ressembler. Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? On n'a pas parlé de tout l'épisode alors qu'on cherchait au milieu ce qu'on pouvait rajouter quoi. On n'a même pas pensé à Makengo. 11 millions d'euros. Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? Il perdait quoi? 1/4 de million chaque match. Il n'a pas récupéré de la valeur ce week-end. Je vais regarder sur Transfermarkt tout de suite. Il n'a pas gagné de valeur ce week-end. Oui. Alors, tu recrutes des mecs type Thiemo Bakayoko, type Benjamin Mendy. Tu sais qu'il leur faut du temps pour venir et de toute façon, tu as prévu ça Tu l'as prévu ça. Non, mais bien sûr, c'est prévu. Voilà. Et je pense que c'est ce que Pierrot voulait dire tout à l'heure quand il parlait d'électrochoc pour permettre au FC Lorient d'avoir un autre visage. Et je l'avais déjà dit avec toi, Chris, lors du dernier épisode. Ça ne passera, si on veut voir un autre visage, ça ne passera que par ces deux joueurs clés, Benjamin Mendy et Bakayoko, pour vraiment voir évoluer le système et la philosophie de jeu. Bakayoko, on se rend pas compte s'il retrouve. Je disais la moitié la dernière fois. Oui, la moitié plus de son niveau. Ça va être une dinguerie. Lucas, tu connais un peu le profil du joueur. Il te révolutionne le milieu de terrain, non? Ouais, bah après, je l'ai pas trop vu du coup sur les deux dernières saisons parce qu'il a très peu joué. Enfin, et personne l'a vu du coup, dans tous les cas. Mais oui, à un niveau, rien qu'à 50-60%, c'est un joueur qui est bien au-dessus de la moyenne et qui est pas du tout de notre calibre. Oui, c'est ça. Donc forcément, oui, c'est sûr. Donc tu recrutes un mec comme ça, et il te révolutionne, il change l'équipe, quoi. Ça peut être aussi un énorme boulet si par contre il traîne sa misère et que ça marche pas, quoi. Ça, c'est à double tranchant, mais c'est pas un pari. Mais il t'aura pas coûté 11 millions, quoi. Comment? Il t'aura pas coûté 11 millions. Il t'aura pas coûté 11 millions et avec un peu de chance, tu te refais la cerise sur les transferts de Dieng et de Makengo en fin de saison. C'était la dernière question, Pierrot, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, après c'était beaucoup de questions sur le changement de système et repasser à d'autres systèmes, donc on en a déjà pas mal parlé. C'est marrant quand Lorient cartonne moyen, on a beaucoup de questions. Les gens aiment le drama, mais nous aussi. Lucas, excuse-moi, je t'en prie. Non, moi je voulais juste finir sur une chose. On parlait du recrutement, mais du coup j'ai l'impression qu'il y a pas mal de mouvements dans la cellule de recrutement ces derniers temps. Donc, on a Baptiste Drouet qui est parti du côté du FC Nantes. On l'a vu cet été avec beaucoup de cibles communes. Et donc là, je crois que c'est Stéphane Pédron qui sera en passe de quitter le club. On a vu ça, je crois que c'était Ouest France ou Télégramme, je sais plus qui a sorti l'info. Tout à fait. Donc ça pose quand même des questions. Je sais pas si voilà, s'il y a des mésententes sur les profils recherchés, si justement les profils qui sont ciblés ne sont pas forcément écoutés, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est comme dans une dictature, Lucas, on élimine tous les contre-pouvoirs. Ce qui est sûr, pour moduler les propos outranciers de Pierrot, c'est qu'à partir du moment où Régis a les clés du sportif, il est libre de prendre les décisions qu'il veut, et forcément c'est lui qui marque la ligne directrice. Mais c'est pas le 2 octobre de la saison, la 7e journée, qu'on doit balancer le bébé avec l'eau du bain. Vous passez cette expression surannée. Incroyable. Nous avons reçu une foultitude de messages se plaignant de l'absence du quiz dans nos derniers épisodes. Du coup, le quiz revient. Alors, on va commencer avec un truc classique, mais attention, ça a l'air simple et je pense que c'est introuvable. La dernière victoire du FC Lorient face à Montpellier, c'était à la Mosson le 4 décembre 2013. Je vous demande de trouver le 11 titulaire. Wow. Le 11 titulaire. Si vous êtes vraiment chaud, on ira chercher les remplaçants. Je pense que les remplaçants sont plus trouvables que la plupart des titulaires. En commençant par le coach. En quelle année? Tu peux répéter? 2013. 2013.
Ouais, mais c'était- c'était quoi la date? C'était parce que 2013, t'as la fin de saison. 4 décembre 2013. C'est la 4 saison décembre 2013-2014. Au Moustoir, c'était? C'était à la Mosson. Non. Donc le coach c'était Ripoll. Alors, Parce qu'il remplaçait Christian Gourcuff qui était malade. Oh, il est fou! il est fou, lui. T'as le truc sous les yeux, t'as les googler, c'est Non, pas possible. non, la vie de ma mère, non. Laisse ta mère en dehors de ça, Pierrot. Ça fait 1 point pour Pierrot. En effet, Christian Gourcuff était malade. C'est donc Ripoll qui est allé chercher. Non, parce qu'en fait, t'as induit la question en disant l'entraîneur. Oui. En 2013, c'était logiquement que c'était Gourcuff et je me Voilà. rappelle que Ripoll avait été sur le banc et c'est là que je me suis dit oh putain ça va être pour l'après Gourcuff et tout, il avait fait 3 victoires. Ouais, c'est bon. On est tranquille avec lui, quoi. On est tranquille pendant 10 ans et puis bon bah. Une popular opinion, on aurait gardé Gourcuff, Ripoll. On aurait laissé Ripoll sur le banc, on se maintenait tranquille. On fait comment, chacun votre tour ou le premier qui parle à gagner? Chacun votre Pierrot tour. Allez. a déjà marqué un point. Pierrot 1 point, Lucas à toi. Donc, je cite n'importe quel joueur du 11. Ouais, bien sûr. Ok. Je vais dire Gassama. Lamine Gassama qui jouait latéral droit, c'est bon pour Lucas. Raph. Ah si, mon petit préféré il y a 10 ans maintenant, Bruno Ekwelemanga. Bruno Ekwelemanga, charnière centrale, c'est bon pour Raph. Pierrot. Ah, la question c'est. Faut être stratégique là. Est-ce qu'il était déjà. Ouais, je vais partir sur. Est-ce que Benjamin Lecomte était là? Non. Ah non. Non, pas de Benjamin Lecomte. Lucas. Je vais dire Fabien Audard. Non plus, pas de Fabien Audard. Raph. Qu'est-ce qu'on a? On a en attaque. À l'époque, on devait avoir. Comment il s'appelait? Ah oui, Gilles Sounou. Gilles Sounou était titulaire, mais il n'était pas titulaire en attaque. Mais il était titulaire. Bah si, il était ailier. Enfin, il jouait. Il était ailier, mais il était pas devant. C'était pas nos deux attaquants. Si ma compo est bonne, hein, attention, ça, on peut en discuter. Mais... Est-ce que c'était pas Vincent Le Goff, le latéral gauche? Non, ce n'était pas Vincent. Raphaël s'indigne. Non, ce n'était pas Vincent Le Goff, le latéral gauche. Allez, il nous cherche. Il nous manque un central, un latéral gauche. Je pense que je peux. Toute la ligne du milieu. Je pense que je peux te faire. Je pense que je peux te faire au moins 6 ou 7 joueurs. Excuse-moi, Sounou n'était pas du tout sur la feuille en fait. Pardon. Mais si. Non. Sounou. Non, il n'était pas sur la feuille. Le timing. Non. Je revois mon truc là. Pas de Gilles Sounou. Pourtant, j'ai lu son nom il y a 5 minutes, je sais pas pourquoi, mais il est pas sur la feuille. Mais si, il jouait, c'est sûr. Allez, écoute, je pense que tu. Il y a Aboubacar, ça c'est sûr. Vincent Aboubacar, c'est bon. Pierrot, c'était à moi de jouer, non? Ah, pardon. Ouais, bon, bah, Lucas, toi, tu as mais deux fois de vous suite. êtes nuls. Donc, D'accord. Du coup, je vais dire Yann Jouffre. Ah, Yann Jouffre n'était pas titulaire. Ah. Donc, c'est pas bon. Mais t'as le droit de jouer 2 fois de suite, du coup, Lucas, à cause de ce pirate de Raphaël Lecor. Ouais. Je vais dire Lamine Koné. Lamine Koné en défense centrale, bien sûr. Oui, Sounou était titulaire, pardon. Excuse-moi. J'ai dit de la merde. J'avais mis 2 fois un mec. Bon, c'est pas grave. Lamine Koné, ça fait 2 points pour Lucas, 2 points pour Raph. Pierrot est toujours scotché à 1. À toi. Attends, Pierrot. j'ai 3 points, tu me racontes. Oui, 3. Oui, oh là là. Bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de quiz. Je suis à la... Je vais gagner. Pierrot. Raphaël Guerreiro. Raph Guerreiro, bien sûr, le latéral gauche du FC Lorient. Il nous manque le gardien et 3 joueurs au milieu de terrain. Alors, je suis pas sûr. Alors, c'est à Lucas de jouer. Mais pourquoi? Après Pierrot, c'est Lucas. Ouais. C'est comme ça. Tu veux déjà piquer mon tour une fois. Du coup, je vais dire Florent Chéniaud. Florent Chéniaud dans les buts. Très bonne réponse de Lucas. Raph, c'est à toi. Je pense que Lamine Koné n'était pas défenseur central, mais arrière droit, puisque je pense que Greg Bourillon jouait soit au milieu, soit en défense centrale à l'époque. Alors,
Lamine Koné était défenseur central. Ah, donc il jouait 6 Bourillon. Gassama, Lamine Gassama était à Ah oui, droite. il y a Gassama, et Grégory pardon. Bourillon Ouais. était numéro 6. Bonne question de Raph, qui a visiblement ouvert sa page transfert market sur le match, c'est bien. Pierrot Est-ce qu'il n'y avait pas un certain Wesley Lotoa? Non. Non. Ah non, si t'as Bourillon en 6, tu peux pas avoir l'Ottawa plus Pas de Lamine Lotoa Koné. et pas de placard à Soso. Lucas, c'était pas ça l'insta de la meuf à Lotoa? Enfin bref. Je crois qu'ils vendaient des vêtements, c'est ça? Ouais, c'était pour brûler ses chats, je sais pas quoi. Alors là, je suis pas du tout sûr, là, j'arrive plus à se situer. Je vais Il dire manque 2 milieux de Arnold terrain. Mbemba. Ouais. Arnold Mbemba. Non, on part de Mbemba, Lucas. Raph, à toi. Il nous manque un milieu là. Un milieu et un ailier gauche. Ah, ailier gauche, puisque si Jouffre était pas titu, de toute façon il jouait soit à droite sur faux pied, on devait avoir Maxime Barthelmé. Maxime Berthelmé. Ok, c'est bon. Ça fait 5 points pour Raph. Pierrot. Franchement, il est costaud, hein, le prochain. Si Pierrot ne trouve pas là, je vous donne des indices. Vas-y, Pierrot. Moi je l'ai, je crois. C'est un milieu, du coup. Milieu défensif. Non, c'est un joueur très offensif, joueur de couloir, ailier. Kevin Monet-Paquet. Non. Lucas. Là, j'ai pas. Donc, c'est bien un numéro 8, enfin, un milieu de terrain qui joue. Mais non. Non, un ailier. Ah bon? Bah, tu m'as dit que Sounou jouait devant. Moi, je le mets à l'aile, mais bon, tu pouvais le mettre devant aussi, si tu veux. Mais attends, je comprends pas. Parce que du coup, si t'as. Je vous donne le parcours, si vous voulez. Non, mais si t'as Barthelmé, il jouait à gauche, t'as dit. Écoute, c'est pas moi qui fais la compo, c'est Ripoll. Donc, tu vois ça avec lui. D'accord? Ouais, moi, mais je vous c'est pas donne. logique parce que t'avais déjà Barthelmé, Sounou, Aboubacar devant. C'est compliqué d'avoir un. Chenio, Gassama Koné, Bruno Ekolemanga, Raph Guerrero. Il manque 2 joueurs là, du coup. Et bouge, il manque un. Donc, je Ouais, recommence. arrête, ça Et fait laissez-moi pas. parler. Chenio, Gassama Koné, Bruno Ekolemanga, Raphaël Guerrero. Après, vous demandez pourquoi je fais plus de quiz. Ensuite, il vous en manque 2, effectivement. Oui. Il y en a un qui est introuvable. En fait, j'avais à moitié barré parce qu'il est absolument introuvable. Ensuite, Je l'ai, je crois. On a les 2 joueurs au milieu qui étaient Bourillon Berthelmé. 2 joueurs devant qui étaient donc Sounou Aboubacar. Et il nous manque 2 ailiers si vous préférez. Et Mais non. sincèrement. Non, il y a un milieu de terrain. Il y a Bon, si tu veux. Allez, vas-y, c'est qui que t'as trouvé? Le 8 là, le 6-8, le défenseur. Pas le défenseur, le milieu de terrain là. Est-ce qu'il n'y avait pas Sadio Diallo? Il y avait Sadio Diallo qui était dans le couloir gauche. Oui, Je dis pas de conneries. Abdullah. Non, c'est Cheikh Doucouré. Mais d'où tu sors Cheikh Doucouré, toi? Bah parce que Cheikh Doucouré. Personne s'en souvient. Bah si, il a joué quand même. Il a fait plusieurs matchs à Lorient quand même. Enfin, il a pas fait 3 matchs. Hein. Tu veux qu'on vérifie le nombre de matchs qu'a fait Cheikh Doucouré à Lorient? Bah, Tiens, vas-y, pendant que je vous cite les remplaçants, parce qu'on va pas passer 8 jours à chercher les remplaçants. Sur le banc des remplaçants, on avait Baptiste Renet, Yann Jouffre, Rafidine Abdullah, Maxime Baka, Brian Pelé, Fabien Robert qui est rentré en cours de match, c'est quand même pas souvent, et Enzo Real sur le banc. Bah, c'est une des saisons que j'ai plus suivies en fait. Donc, Et cette équipe a fini 8ème de Ligue 1, figurez-vous. Et voilà. Comme quoi, hein. Il n'y a pas du Bakayoko, je sais pas quoi. Intrinsèquement, on pue la merde. Hein. Allez, claqué. Oui, claqué, ouais. Mais 8ème de Ligue 1. Ok, la deuxième partie de notre quiz, c'est un petit peu une variation. J'étais en train d'organiser mes chansons préférées sur Spotify. Et hop, je me suis un peu mélangé avec l'effectif du FC Lorient cette année. Ce qui fait que les noms de mes artistes sont mélangés avec des joueurs du FC Lorient. Oh putain. D'accord. Donc, je vais vous donner la description qu'en fait Spotify de cet artiste et vous de même trouver le nom du joueur-artiste. C'est donc un jeu de mots pour ceux qui n'auraient pas compris. Il faut aussi trouver le jeu de mots. On y va? On commence très facile. Donc, c'est un latéral gauche antillais qui maîtrise le zouk et les débordements. Un latéral gauche, t'as dit? Un latéral gauche antillais qui maîtrise le zouk et les débordements.
Ah, Francky Vincent Le Goff. Francky Vincent Le Goff, bonne réponse de Raphaël, qui surnage dans ce comment ça s'appelle ça? Dans ce quiz, pardon, excusez-moi, c'est tellement nul, j'en trouve pas le nom. Je sais pas où t'es, t'as 7 points. Vous avez compris le concept? Ouais. Ok, on peut continuer. Donc c'est un défenseur central avec un cœur de rocker, et en plus son frère s'est craché à Nantes il y a à peine un mois là. Ah, Merde, comment ça s'appelle? Avec mon cœur de rocker. Mélissa Métis, des bises. putain, je l'ai pas. Alors, c'est pas bon là, si vous l'avez pas, c'est pas bon. Mais si, le mec qui s'est viandé là. Il était en moto? En avion. Ah, mais En c'est Julien Clerc. Enfin, Ah oui, Du coup, défenseur central. Julien Julien Clerc Laporte, c'est tout. Laporte, ouais. Voilà, Julien Clerc Laporte. J'accorde le point à Pierrot malgré le manque de bonne volonté. Alors, c'est un défenseur. Alors, on le voit pas, on l'a pas vu de la saison. Il a failli rentrer, mais il s'est blessé à l'échauffement. Mais pour lui, l'important, c'est le week-end et c'est surtout sa meilleure amie. Laurie Mouyokolo. Laurie Mouyokolo, c'est bon pour Raph. C'est trop Lucas, il nul. est en train de comprendre la... alors, attends, celle-là, je pense qu'elle est introuvable parce que je savais pas quoi dire sur le chanteur. C'est pas grave. C'est un mec, il a un look un peu rock et tout, mais il chante de la variété. C'est un latéral gauche qui vient d'Angleterre. Il est chanteur, acteur, mais il réussit une performance incroyable, c'est que personne n'est capable de connaître ne connaît une seule de ses chansons. Benjamin Biolay-Mendy. Yes, merci Raph. Benjamin Biolay-Mendy. Très bien. Alors là, c'est un milieu de terrain. Le quiz est quand même axé beaucoup sur les trentenaires. Je dis ça, je dis rien. Ouais, bah, Benjamin Biolay, c'est Francky Vincent Le Goff, c'est facile à... Enfin voilà, pardon. Puis attends, il faut trouver les noms de chanteurs dans l'effectif. Parce que c'est pas avec des Thiewé Bakayoko qu'on va faire grand chose. C'est un milieu qui est blessé. Donc on a hâte qu'il revienne parce qu'on se dit il y a peut-être une solution offensive. Caris. Caris. Bah, attends, non. Ah tiens, c'était pas mal ça. Bah non, c'est pas ça que j'ai choisi. Pierrot va dire que c'est encore un truc de vieux. Et c'est un peu un rappeur iconique, membre de la mafia Quinfri. Je leur laisse. Tu l'as ou pas, Raph? Ah vas-y, allez. Allez, c'est bon. Gagne haut la main. Non, après on va dire que j'ai... Vas-y. Ça, tu peux pas avoir googlé, c'est magnifique. Vas-y. Non, je l'ai pas. Ah, c'est moche. Personne? Non. Ayman Kerry James. Ah oui, moi j'aurais préféré Caris. Mais, ouais, mais j'ai pas pensé à Caris, vous m'excusez. Le mec qui articule le plus en France. Ok. Dédicace. Dernier joueur du quiz. On espère que chez vous, vous trouvez un peu plus. Donc c'est un chanteur, évidemment, franco-israélien, et aussi un avant-centre. Très jeune. Et producteur des 10 commandements. Il a écrit les 10 commandements, produit. Et c'est aussi le plus jeune buteur de l'histoire du club. Eli, comment il s'appelle? Eli. Ah, je l'ai pas. Ah, je l'ai pas. Il me vient pas. Oh, c'est dommage. Personne? C'est ton dernier, là? Ouais, c'est le dernier. Ouais. Oh non, c'est moche de finir comme ça. C'est moche, ouais. Eli Chouraki. Ah, Chouraki, putain. Voilà. Non, je l'avais en plus, Oh, les 10 commandements, les gars. Il n'y a pas besoin d'avoir 30 ans pour connaître les 10 commandements. J'aurais dû. J'ai mélangé Spotify et la taverne. Sur ce quiz, nous vous laissons. Rendez-vous dimanche 15h au Parc OL, ce magnifique outil pour un match qui s'annonce légendaire entre deux équipes en pleine forme. Ça va valoir le déplacement. Bon courage aux supporters orientés qui font le déplacement parce que pour se taper ça, il faut vouloir. Comment? Il y en aura. Il y en aura, comme d'habitude, bien sûr. Quoi d'autre? Merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, si vous nous regardez sur YouTube, vous vous abonnez, vous mettez la cloche, etc. Sur les réseaux sociaux, vous nous suivez, @lataverne partout. Notre compte Insta décolle. Lucas, on en est où sur le compte Insta? On frôle les millions, là. Mais continuez à vous abonner. Il va y avoir des contenus maintenant, même sur les podcasts. Oh, c'est magnifique. C'est lui il l'a promis. Oui. Merci à tous. C'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude. À bientôt. Ciao. Ciao. Salut.